La carrière de Napoléon Bonaparte commence sur les champs de bataille. Elle commence sur le champ de bataille en particulier en Italie, la première campagne d'Italie, 1796-1797, lors de laquelle il révèle ce qu'on appelle aujourd'hui son génie militaire. Et ce génie militaire s'incarne en grande partie dans ce qu'on appelle son coup d'œil et son sens de l'organisation. Quel meilleur objet pour évoquer le coup d'œil du général qu'une lunette d'approche, qu'on appelle aujourd'hui vulgairement la longue vue, qui permet d'avoir une vue à une centaine, parfois 200 mètres, des évolutions des armées sur le champ de bataille. Celle-ci a une particularité, elle a été tenue entre les mains du général Bonaparte lors d'une de ses toutes premières campagnes, qui est la campagne d'Égypte en 1799, à l'issue de laquelle, en rentrant en France, Bonaparte intègre une conspiration qui met fin au Directoire et installe Bonaparte premier consul dans un nouveau régime appelé le consulat. Cette longue vue a une originalité autre, qui est qu'elle est d'un fabricant londonien, Chapman à Londres, rue Sainte-Catherine. Les meilleurs instruments de l'époque sont les instruments britanniques. Aussi, le meilleur général de l'époque, fût-il français, ne pouvait-il avoir qu'une longue vue britannique. Lors de son départ pour la seconde campagne d'Italie, fin de l'année 1799 et au début de l'année 1800, lorsque s'entame la campagne, Bonaparte vient d'être fait premier consul. Il est donc en position d'être non seulement le chef des armées de la République, mais aussi le chef de l'État de fait. C'est pour une campagne qu'il entend bien être extraordinaire, qu'il traverse les Alpes, tel Hannibal, autrefois tenant tête à la République de Rome. L'uniforme que vous voyez derrière moi, qui est un uniforme réglementaire de général de division, a été prêté au peintre David pour incarner cette image du nouveau Hannibal, nouveau Charlemagne que devient le général victorieux de la République française. C'est en quelque sorte une image qui traverse les siècles comme Napoléon traverse les Alpes, qui incarne cet habit porté par Bonaparte lors de la bataille de Marengo du 14 juin 1800. Le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, se déroule pour Napoléon Bonaparte un événement absolument extraordinaire. Il s'agit en effet du sacre, une cérémonie royale réactivée pour l'occasion. Cette cérémonie le montre apparaissant dans des atours qui lui sont bien peu habituels, avec le grand manteau brodé d'abeilles, symbole tout nouveau, choisi pour représenter la dynastie, la famille Bonaparte qui s'installe sur le trône comme une dynastie, l'aigle impérial qui est le symbole de l'Empire et de son pouvoir militaire, et puis tous les régalias, c'est-à-dire les objets symbolisant le pouvoir de l'empereur, le sceptre, la main de justice, la couronne de laurier d'or, symbole de victoire, ainsi que le grand collier de la Légion d'honneur, qui a été institué quelques années plus tôt seulement comme un ordre d'excellence destiné aux élites civiles et militaires. Pour évoquer les campagnes et la gloire militaire de Napoléon, il y a un objet qui résume en quelque sorte un petit peu toute sa carrière. On l'appelle l'épée d'Austerlitz. Napoléon lui-même l'appelait « mon épée ». Il a fait graver la mémoire de l'épée d'Austerlitz sur sa lame après la bataille de 1805, qu'il l'a vu affronter l'empereur d'Autriche et l'empereur de Russie. Il l'a conservée dans toutes ses campagnes. Il l'avait accrochée dans sa chambre en exil à Sainte-Hélène, et elle est revenue avec les objets de son testament. Et la France l'a considérée très tôt comme l'incarnation même de l'héritage de la gloire de l'Empire. Elle a été placée sur le cercueil à la demande du roi Louis-Philippe par le grand maréchal du Palais Bertrand au moment du retour des cendres en 1840, et elle est depuis aux Invalides. Le 18 juin 1815, lors de la défaite finale de Napoléon, empereur, à la bataille de Waterloo contre une coalition menée par les Anglais et les Prussiens, la berline et de nombreuses affaires appartenant à l'empereur sont abandonnées sur le champ de bataille.
Parmi ces affaires ô combien iconiques se trouvent entre autres des exemplaires de ces redingotes grises et petits chapeaux, dits chapeaux castor de la maison Poupart et de Launay, qui aujourd'hui symbolisent à proprement parler dans la légende la silhouette de l'empereur. Une redingote très simple qui ne porte aucun ornement distinctif et qui permet à l'empereur de passer presque inaperçu, comme s'il était l'un de ses soldats, d'avoir avec eux une proximité certaine. Lorsqu'il part en exil, pour son deuxième exil sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon emporte dans ses effets une de ses redingotes et un de ses chapeaux que vous voyez derrière moi et qui symbolise également la transmission de cette phase, le passage vers une autre vie, une vie d'exil de 5 ans et 5 mois sur une île à l'autre bout du monde, au milieu de l'Atlantique, où Napoléon finit par mourir et être enterré dans la vallée dite vallée du Géranium, dans une île appartenant aux Anglais. Mais ça, c'est une autre histoire, une histoire que nous vous raconterons lors de l'exposition de 2021. Napoléon n'est plus. Revenez nous voir.